Dans notre leçon 19, nous allons poursuivre notre 19e leçon. Nous allons poursuivre notre reprise de l'étude de l'intervention qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Et aujourd'hui, après avoir vu les différentes positions de vie dans la dernière leçon, la leçon 18, ici nous allons voir la gestion des sentiments d'abord, et ensuite le jeu psychologique, et puis viendra les méconnaissances et les passivités, les drivers ou les mots d'ordre, les injonctions et les permissions fondamentales, les scénarios de vie, l'autonomie et comment appliquer l'analyse transactionnelle. Alors on commence donc par les gestions, ou la gestion plutôt, des sentiments. Évidemment, on fait beaucoup de gestion des sentiments. Il existe, selon l'analyse transactionnelle, 3 formes de sentiments dont la spécificité est de brouiller les transactions par leur congruence. Par exemple, et je vous donne les 3 sentiments qui brouillent les transactions. Les sentiments accumulés, par exemple, ou les timbres. Un timbre est un sentiment non exprimé sur le coup et conservé. J'étais déçu par quelqu'un et je gardais ça. Je suis déçu par un autre, je garde encore ça. C'est un timbre, un sentiment que j'ai accumulé, un coup que j'ai accumulé et que je conservais. Il peut se retrouver avec d'autres dans une collection de timbres, de tailles variables. Une collection de timbres pleine se transforme alors en violence. J'étais déçu, frustré par telle personne, plusieurs fois, puis j'ai gardé ça. Puis une fois, je suis malade et la personne m'arrive et je chasse cette personne. Ma réaction devient violente, vous voyez. Et faisons attention au timbre, à l'accumulation des sentiments négatifs parce que ça peut provoquer des maladies, jusqu'aux maladies mentales et même physiques. Nous devons faire attention. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus. Alors, attention, parce qu'il y a même des gens, je connais en tout cas quelqu'un, je ne citerai pas son nom parce qu'il était connu dans notre pays, il est allé poursuivre une autre personne qui avait une grosse dette, qui avait sa dette de Kinshasa jusqu'à Kikwit. Et là, quand il voulait parler avec la personne, il a fait une crise cardiaque, puis il est mort. Eh bien, il a cumulé des sentiments qu'on appelle timbres, il a cumulé assez de sentiments négatifs contre cette personne, et quand il a vu cette personne, il parlait avec violence, et en parlant avec violence, il a fait une crise, une attaque de cœur. Deuxièmement, les sentiments qu'on appelle parasites ou raquettes. Depuis les cercles familiales primaires, où certains sentiments sont plus permis que d'autres, l'enfant puis l'adulte utilisera un sentiment autorisé plutôt que celui qui est interdit et néanmoins pertinent. Et ces sentiments parasites qu'on cache et qui est remplacé par les sentiments qui est permis peut devenir parasite, c'est-à-dire peut parasiter nos transactions entre nous. Et c'est là qu'on devient hypocrite. Il y a donc les sentiments accumulés au timbre, les sentiments parasites ou raquettes, puis finalement, troisième sorte de sentiments, les sentiments réactivés ou élastiques. Une situation actuelle peut activer, une situation actuelle peu affective, peut rappeler une ancienne situation fortement chargée d'affectivité. Par exemple, nous avons logé des gens dans nos maisons qui avaient volé, puis une personne nous arrive, et bien cette personne déjà éveille en nous, nous rappelle une ancienne situation qui était chargée, bien chargée affectivement, alors que cette personne n'a pas encore volé, elle arrive là. Vous voyez, la situation est encore peu affective, mais ça vient réveiller un affect, une déception que nous avons eue dans le passé. Donc vous avez les 3 sentiments qu'il faut apprendre à gérer. Les sentiments accumulés, les sentiments négatifs accumulés, les parasites, les sentiments qu'on cache pour obéir aux règles sociales, et les sentiments qui réactivent d'autres sentiments que nous avons vécus dans le passé. Il y a le jeu psychologique. Dans la structure du temps, selon l'analyse transactionnelle, c'est la conséquence qui vient juste avant l'intimité.
Elle est riche en signes de reconnaissance, mais négatifs. On peut envisager cette séquence comme le revers de l'intimité. Donc, la séquence qui vient juste avant l'intimité, qui est le revers de l'intimité, c'est le jeu psychologique. C'est un enchaînement de transactions doubles dont la fin dramatique est toujours prévisible et néanmoins surprenante. Je vous ai parlé de cette transaction double du patron qui a dit vous allez rester aujourd'hui au bureau. L'autre a dit bien sûr. Mais la doublure non verbale de cette transaction était sexuelle. Et c'était pas dit. Et donc, ces gens-là étaient en train de tricher, de voler. Vous voyez, ils étaient en adultère, en situation d'adultère, etc. Eh bien, cette situation peut causer des problèmes très graves. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans ce qu'on appelle le jeu psychologique. Eric Berne a intitulé de nombreuses séquences de ce type de manière imagée. Un exemple est le oui mais. Une personne a un problème, une autre lui donne des conseils, dont chacun est ponctué par la première par un oui mais. Oui mais. La seconde peut s'emporter de parler dans le vide si ce n'est la première qui ne se sentirait pas écoutée. Tu parles à quelqu'un, tu donnes le conseil, puis tu dis oui mais. Oui mais. Finalement, tu peux te taire parce que la personne n'écoute pas. Les transactions de surface disent bien je cherche de l'aide, mais celles qui sont cachées disent en même temps personne ne peut m'aider. D'autres jeux existent, battez-vous, ou au viol, ou sans toi, jambes de bois, etc. Les gens qui vous disent pour vous discuter pour rien, battez-vous. Pourquoi vous dites battez-vous? Vous voyez? Pourquoi cette réaction? Qu'est-ce que cache cette réaction? Stephen Karpman, qui est aussi un grand transactionnaliste, a élaboré une matrice de tous ces jeux. Et dans cette matrice, on trouve ce qui suit. Les triangles dramatiques, victime, sauveur, persécuteur. Voilà, obligatoirement avec une majuscule. Vous avez victime, trait d'union, sauveur, trait d'union, persécuteur, en majuscule. C'est ce qu'on appelle les triangles dramatiques. À chaque pôle se trouve un rôle. Une personne dans celui de la victime, rôle de la victime, une autre dans celui de sauveur et une troisième dans celui de persécuteur. On peut observer que ce jeu se joue fréquemment à deux avec tiers symbolique. Il y a donc interaction entre ces trois rôles qui sont interchangeables. Dans le cas du jeu, oui mais, cité ci-dessus, que nous venons de citer auparavant, la première est victime, la seconde sauveur, mais in fine, la première peut se retrouver persécuteur si tu ne m'aides pas, et l'autre victime, j'ai essayé de t'aider, et tu ne m'as pas écouté. Vous voyez? Alors, n'oubliez pas, dans cette transaction-là, vous avez, dans le jeu psychologique, toujours un triangle dramatique. Victime, sauveur, persécuteur. Mais la personne qui se dit victime peut bien devenir aussi persécuteur, le persécuteur de l'autre. Attention, il convient de distinguer par exemple le sauveteur ou le sauveur, qui est une personne tout à fait efficiente du sauveur, qui ne l'est pas, ou la victime qui subit un traumatisme bien réel de la victime et qui se plaint pour se plaindre, en toute méconnaissance. À ce titre, quand on dit oui mais, le film Oui mais, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Oui mais avec Gérard Jugnot et Émile Durkheim, illustre bien ce type de situation, jonglant habilement entre l'héritage d'Eric Berne et Stephen Karpman. Dans le cas par exemple de Jésus sur la croix, il est le sauveur, mais il est en même temps la victime, vous voyez, et il est le persécuté. Là on trouve directement tandis que le persécuteur, ce sont plutôt les membres du Sanhédrin, Caïphe, Anne, Pilate, Hérode et tout ça, ce sont eux qui sont les persécuteurs. Jésus est victime et sauveur.
Il est le sauveur même du larron qui est à sa droite, à la croix qui se trouve sur la croix qui se trouve à sa droite. Il y a les méconnaissances et les passivités. Dans la liste transactionnelle, repère 3 domaines de méconnaissance. Le domaine de soi, le domaine des autres et le domaine de la situation. Elle distingue 3 registres de méconnaissance. Des signes du problème lui-même et des options de solution. Vous voyez, il y a 3 domaines de méconnaissance. Je peux me connaître moi-même, je peux me connaître les autres, je peux me connaître la situation dans laquelle je suis, où nous sommes ensemble. Et on peut distinguer aussi 3 registres de méconnaissance, les signes du problème, le problème lui-même et les options de solution. Il faut tout considérer. Il y a les signes du problème, il faut faire l'autruche, le problème se montre, vous avez les signes, le problème lui-même et les options de solution. Et il y a 4 niveaux de méconnaissance. On peut méconnaître l'existence du phénomène, on peut méconnaître la signification du problème, son ampleur, on peut méconnaître des possibilités de changement de celui-ci, et on peut aussi méconnaître des aptitudes personnelles vis-à-vis du phénomène. Donc, je peux méconnaître l'existence du phénomène ou du problème, la signification ou l'ampleur du problème, les possibilités de changement de la situation et les aptitudes personnelles vis-à-vis du phénomène. Chaque problème est analysé à travers 3 classes au moyen d'une grille de méconnaissance. Alors, vous allez bien regarder cette grille. Est-ce que dans ce problème, je me méconnais moi-même? Je me connais l'autre, l'intervention de l'autre? Est-ce que je méconnais la situation? Est-ce que dans ce problème, j'ai bien analysé les signes du problème? Le problème lui-même, est-ce que je l'ai compris? Est-ce qu'il y a des options de solution? Des alternatives? Est-ce que je reconnais l'existence de ce phénomène, de ce problème? La signification et l'ampleur de ce phénomène? Les possibilités de changement de la situation et les aptitudes personnelles que j'ai peut-être pour vis-à-vis de ce phénomène? L'analyse transactionnelle distingue 4 types de passivité ou comment faire pour ne pas y arriver. Alors, beaucoup de gens sont devant un problème, ils décident de ne rien faire ou de se suradapter. Je veux m'adapter à autre chose et laisser tomber ces problèmes. Je veux fuir. J'ai un problème ici au Congo, bon, je fuis. Ou l'agitation, on est agité. On est agité. Et quand la personne est agitée, évidemment, il cherche de l'aide. Ou la violence contre les autres ou soi-même. Oussama Bin Laden qui opte pour la violence, ou encore le royaume saoudien qui a opté pour la violence, a tué ses journalistes au consulat de l'Arabie saoudite en Turquie. Donc vous avez 4 possibilités qui sont comme des types de passivité devant un problème que vous devez analyser quand vous avez votre client. Est-ce qu'il a décidé de ne rien faire? Est-ce qu'il a essayé de se suradapter? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il devient de plus en plus violent? Il y a les drivers ou le mot d'ordre. On doit à Taïbi Karl, un autre transitionnaliste, un autre spécialiste, systémicien et spécialiste en transaction, en analyse transactionnelle. Et Taïb Kaler a identifié des situations de stress et il dit que ces situations de stress peuvent rendre manifestes des systèmes de croyances personnelles. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, qui n'allait pas à l'église, puis là, il commence à aller à l'église, il commence à demander la prière. Il a identifié 5 groupes de comportements qu'il a nommés drivers. Driver, D-R-I-V-E-R-S. Et qui peuvent conduire à des situations d'échec. Nous illustrons ces 5 drivers avec des exemples de croyances sous-jacentes. Fais plaisir. J'ai besoin de faire plaisir aux autres pour être aimé. Sois fort. Je peux tout gérer et je n'ai besoin de personne. Sois parfait. J'ai besoin de me
sentir irréprochable et que tout soit exécuté de manière parfaite. Fais des efforts. Plus je m'acharne, plus je transpire, plus que je fais, et plus ce que je fais est important, peu importe le résultat. Dépêche-toi, je veux pouvoir tout faire, même si je suis débordé, il suffit que je me dépêche. Ces 5 drivers, fais plaisir, sois fort, sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi, peuvent bien produire des effets négatifs. Et là, on arrive aux injonctions et aux permissions fondamentales. C'est Bob et Mary Goulding, qui ont discerné 12 types d'interdits qu'ils ont appelés injonctions et qui restreignent la liberté dont dispose un individu dans sa vie. Jissa Jawi, quant à elle, met l'accent sur le point fort de la personne et propose à chacun d'évaluer où il en est par rapport aux permissions fondamentales qui sont en lien avec notre relation à nos propres ressentis, à nous-mêmes, aux autres et au monde. Ces permissions sont les inverses des injonctions. Alors, quand vous êtes dans la vie, vous devez être sûr, lorsque quelqu'un te parle, est-ce que tu donnes des ordres, des injonctions ou des permissions? Et Dieu, quand il a parlé à Moïse, il lui a donné des ordres, des injonctions. Vous voyez? Et Moïse est venu avec la loi qui était un ensemble d'injonctions aux gens. Alors, souvent, quand nous nous parlons entre nous, nous devons savoir, même de la cure, si nous sommes en train de donner des ordres, des injonctions ou des permissions ou des l'aide. Ce sont 3 choses tout à fait différentes. Les scénarios de vie. On l'appelle aussi style de vie ou plan de vie. Il est déterminé par les injonctions, les prescriptions, les programmes ou modèles techniques. Ces derniers indiquent comment appliquer injonctions et prescriptions dans son existence. Le programme est hérité de parents du même sexe. Il y a plusieurs classes de scénarios de vie. Premier scénario, gagnant. Et gagnant vient avec perdant. Vous voyez? Gagnant, perdant ou armatique. Non gagnant ou banal. Ça, c'est le premier scénario. Gagnant, perdant. Non gagnant, banal. Deuxième scénario, jamais, toujours. Jamais ou toujours. Je m'engage toujours. Ou jamais je ne vais m'engager dans cette histoire. Avant ou jusqu'où je veux m'engager. Et après, sans cesse, sans but, quand on ne s'engage pas, on n'atteindra pas de but. Et notre scénario, c'est des scénarios sans pensée, sans amour, sans joie, je m'engage. Sans pensée, sans amour, sans joie. Alors, les scénarios, quand vous êtes avec votre patient, les scénarios qui vous intéressent plus, c'est de voir comment il se sent comme perdant et comment l'amener à gagner. Comment il se sent comme jamais il fera quelque chose de meilleur dans sa vie et comment vous allez l'aider, n'est-ce pas, à dire non, c'est possible. Il y a toujours une possibilité. Comment quelqu'un vous arrive sans beaucoup penser, peut-être sans amour, sans joie, sans amour parce qu'il a perdu l'amour, et vous essayez de réactiver la joie, l'amour et une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser. Il y a l'autonomie. Pour Eric Berne, l'objectif est de s'orienter sans cesse vers ce qu'il appelle l'autonomie et qui répond à 3 critères. La personne qui vous arrive en cure doit atteindre son autonomie à la fin de la cure. Ou le groupe qui vous arrive, le groupe de personnes doivent atteindre, réaliser leur autonomie. À l'autonomie, il y a 3 critères d'autonomie. Quelqu'un est autonome quand il est conscient de ça, quand il est spontané et quand il développe l'intimité des relations saines. Se diriger vers l'autonomie, c'est ainsi quitter les influences négatives de son scénario personnel
pour aller vers les influences positives. C'est la capacité qu'a la conscience elle-même d'être en plein contact avec soi, en plein contact avec les autres et avec son environnement. Et sans la déformer, sans que la conscience ne se déforme ou ne filtre son contenu. La capacité de la spontanéité consiste à développer notre faculté à ne pas réagir à l'environnement par des comportements automatiques, mais comme nous le souhaitons et d'une manière adéquate à l'environnement. Cela implique notamment d'être capable d'utiliser nos 3 états du moi, à savoir parents, adultes et enfants. Comment appliquer l'analyse transactionnelle? L'analyse transactionnelle permet déjà à vous-même, le thérapeute, à prendre conscience de ce que vous êtes et de ce que vous faites et comment le faire, de votre savoir-être et savoir-faire. Une des idées induites par cette approche, qu'est l'analyse transactionnelle, est que la connaissance de nos propres comportements, de leur source, peut nous aider à changer le comportement douloureux. La souffrance n'est pas inéluctable. L'analyse transactionnelle est utilisée en psychothérapie même si elle n'est pas reconnue partout comme approche unique. Une psychothérapie en analyse transactionnelle s'effectue dans le cadre d'un contrat accepté par le thérapeute et le patient. Et ce contrat porte sur les objectifs à atteindre et la manière dont le thérapeute comme le patient pourront constater que le but de la thérapie est atteint. La technique d'intervention porte autant sur le contenu de ce qu'apporte le client que sur le processus mis en œuvre dans la relation transférentielle avec le thérapeute et avec les membres du groupe lorsque le traitement s'effectue en groupe. L'analyse du processus est considérée avec attention. L'analyse transactionnelle marque aussi sa spécificité par son caractère éminemment explicite. Il y a de la transparence. La transparence en est une manifestation constante dans la transmission de concepts aux patients. On analyse les transactions. Et ces transactions, qui peuvent être simples, qui peuvent être doubles, ces transactions véhiculent les états du moi. Et les états du moi sont de 3 sortes: parents, adultes ou enfants. Donc, et c'est très transparent. Alors, les 4 champs d'application de l'analyse transactionnelle sont la psychothérapie, qui concerne le développement des personnes, les traitements des dysfonctionnements par la psychothérapie, dysfonctionnement individuel, dysfonctionnement d'un groupe, dysfonctionnement familial, quand les transactions sont très négatives, les communications sont très négatives, sont trop doubles, n'est-ce pas, et le groupe ne fonctionne plus. Donc, ces champs de la psychothérapie peuvent être traités, les champs de transaction, de relations, peuvent être traités du point de vue de l'analyse transactionnelle pour améliorer les transactions, les communications entre les individus. Il y a aussi l'organisation. Du point de vue organisationnel, l'analyse transactionnelle peut nous aider à analyser la dynamique des personnes et des groupes au sein d'une organisation, comme le manager, le consultant, le chef du personnel, etc. Comment fonctionnent-ils ensemble? Le champ organisationnel, choisi par le professionnel qui travaille dans ou pour les organisations, en tenant compte à la fois du contexte institutionnel, du développement et de l'organisation, peuvent être des églises, des associations à but non lucratif, des compagnies, des entreprises, etc., des écoles, des universités. Le rôle de l'analyse transactionnelle est de favoriser la croissance et le développement des personnes et aussi l'efficacité des individus travaillant dans l'organisation. Vous voyez, la communication entre les individus peut s'améliorer grâce à l'analyse transactionnelle. Sur le plan de l'éducation, eh bien, l'analyse transactionnelle concerne les personnes liées aux activités d'éducation et de formation, comme les enseignants, le pasteur, le parent, les éducateurs. Ils peuvent apprendre l'analyse transactionnelle pour améliorer leur communication, leurs sentiments,
leurs concepts, leurs relations dans le groupe ou dans les institutions dans lesquelles ils opèrent. L'analyse transactionnelle peut être aussi utilisée dans le conseil, concerne les personnes liées aux activités d'accompagnement. Les champs de conseil choisis par les professionnels dont l'activité vise la croissance et le développement des personnes dans leur cadre de référence sociale. Les infirmiers, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires de justice, avocats et médecins peuvent beaucoup apprendre de l'analyse transactionnelle pour améliorer leur communication et leur vivre ensemble et leur travail ensemble. Voilà, il y a des controverses au sujet de l'analyse transactionnelle. Dans les années 70, une analyse transactionnelle américaine, Jacques Schiff, prétend guérir les schizophrènes en le reparentant, en trouvant d'autres parents. Elle reçoit en 1974 le prix Eric Berne Scientific Memorial Award de l'Association internationale d'analyse transactionnelle. Mais elle sera radiée de l'Association internationale d'analyse transactionnelle en 1978 suite à la mort d'un patient et en 1972, la mort d'un patient en 1972 qui avait suivi, donc on va le radier en 1978 pour un crime commis en 1972, un patient qui était mort, qui avait subi de mauvais traitements assimilables à des tortures. Les méthodes de Jacques Schiff sont dénoncées par Patricia Crossman, une autre analyste transactionnelle américaine, dans un article paru sur le site Skeptic Report. Les pratiques thérapeutiques suspectes sont nombreuses pour toutes les méthodes. Cependant, la valeur de l'analyse transactionnelle reste intacte parce que nous permet de comprendre le différent état de notre moi qui entre en jeu dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations avec le monde et dans nos relations au travail, en famille et dans tout ce que nous faisons. Et lorsque vous allez dans la Bible, vous allez voir, par exemple, je vous donne à titre de travail d'analyse, vous irez dans le livre des Nombres au chapitre, nous sommes dans le livre des Nombres au chapitre 12, je pense, Nombre au chapitre 12. Et je vous demande d'analyser de manière transactionnelle les conflits entre Marie, Aaron et Moïse dans Nombre au chapitre 12. Ça, c'est votre exercice. Alors, vous allez dire comment ils agissent chacun. Est-ce que Marie agit comme parent, comme adulte ou comme enfant? Est-ce que Moïse agit comme parent, comme adulte ou comme enfant? Est-ce qu'Aaron agit comme parent, adulte ou enfant? Puis étudier aussi les différentes transactions entre eux pour dire si ce sont des transactions simples, complémentaires, simples, croisées ou des transactions doubles. C'est avec ce travail que nous allons terminer cette étude sur la pratique de l'analyse transactionnelle en psychothérapie de counseling. Et je vous remercie pour votre attention.